Bonjour là-bas Salut ici. et bienvenue dans Flash Talk, votre nouvelle émission citoyenne sur François et LCP. Flash Talk, ça se passe en bas de chez vous. 1 heure de débat, 1 heure pendant laquelle vous avez la parole. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors ici, pendant le débat, vous êtes toutes et tous les bienvenus. 2 fois par mois, Flash Talk vous donne rendez-vous à 1 heure et un lieu précis pour débattre de sujets qui vous tiennent à cœur. Et pour savoir où ça se passe, il suffit de regarder sur le hashtag Flash Talk. Alors, juste derrière nous, il y a la Maison Ronde à Paris et nous nous intéressons à l'ubérisation de la société. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que c'est une chance pour notre économie en berne ou au contraire une malédiction pour nos entreprises? L'ubérisation de la société est-elle inévitable? C'est le moment de le tweeter. D'envoyer le petit tweet. Flash Talk, c'est maintenant. On vous attend. Eh ben c'est parti, le temps de déballer nos caméras et on vous attend tous très nombreux. Flash Talk, c'est l'émission qui vous donne la parole en bas de chez vous, en live, aussi sur les réseaux sociaux, tous les 15 jours, un débat, un lieu public, et nous voilà. Aujourd'hui, c'est la Maison Ronde qui nous accueille pour débattre ensemble de l'ubérisation ou l'avènement d'une nouvelle forme d'économie plus participative. Alors l'économie collaborative, c'est bien, mais ça inquiète. Internet transforme notre environnement, notre vision du monde, mais aussi notre façon d'acheter et de vendre des biens comme des services. Un secteur pourtant en pleine expansion qui touche quasiment tous les pôles de consommation. C'est au départ une économie basée sur l'échange, le lien social, une éthique. Mais force est de constater que l'économie collaborative adopte les codes du capitalisme. Limite, on les pousse à fond. Alors attention, on ne va pas tout rejeter en bloc, notamment le progrès, mais restez vigilants sur les potentielles dérives de l'ubérisation. C'est tout l'objet de notre débat avec vous derrière l'écran, avec vous ici dans le public et avec vous ici présent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Laurence Parisot, bonjour. Vous avez présidé l'Institut français d'opinion publique, mieux connu sous le nom d'IFOP, et vous avez tenu les rênes du MEDEF de 2005 à 2013. Vous êtes plutôt pour le libéralisme économique. Et l'ubérisation de la société vous pose question. Alors j'espère que cette émission vous apportera quelques éléments de réponse. Oui, mais juste une précision, je préside toujours l'IFOP. C'est vrai, bien sûr. Je suis chef d'entreprise. Ah, je tout suis à chef fait. d'entreprise. C'est vrai, tout à fait. Il est très au courant, en tout cas, la personne qui est à côté de vous, qui a un avis très tranché sur la question. D'ailleurs, c'est Gérard Filoche. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Vous allez bien, ça va? Oui, je vais bien, merci. Voilà, alors vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste, vous êtes même un sacré frondeur, si je ne m'abuse. Vous avez été inspecteur du travail, vos connaissances en droit du travail d'ailleurs nous seront très utiles. Vous avez même publié un livre chez Hugo Doc qui s'appelle « Vive l'entreprise », point d'interrogation, le code du travail en danger. Et je l'ai même amené, le code du travail. Ah, voilà, c'est bien. on va pouvoir Voilà. se Mais reposer le dessus. vrai, On va s'en servir. celui qui fait 675 pages de loi et non pas 1,4 kg comme parfois on dit. C'est vrai. Parce qu'en fait, il est très petit et très lisible. L'autre, celui qu'on vous présente d'ordinaire, il a 3300 pages de commentaires. C'est comme si vous faisiez, je sais pas, François Sagan amendé par Marcel Proust. Mais le vrai code, c'est celui-là. Dites-moi si je me trompe, Gérard Filoche, pour Sauf que, attendez, résumer- attendez. Je sens déjà. Ah non, on a Les- commencé les- le débat en fait. Mais hein. les commentaires dont parle Gérard Filoche, personnellement, je n'ai jamais débattu du poids ou du nombre de pages. Je trouve Mais que si, ce- le BDF l'a toujours Non, fait. pas moi, pas le MEDEF de mon temps, jamais. Parce Vous, que vous avez dit la liberté de penser Ça s'arrête là où commence le code du travail. Ça, Voilà, c'est vrai. C'est encore pire. Non, c'est mieux. Et je voudrais préciser que ce que Je pense que souligne- l'émission a très bien débuté, Ce que- Valérie. Ce hein. que souligne Très Gérard bien, hein. Filoche, c'est que l'épaisseur en plus, ce ne sont pas simplement des commentaires, c'est surtout les précisions apportées par la jurisprudence qu'il faut intégrer quand on doit maîtriser le droit du travail. Donc c'est normal de regarder plutôt le code épais que le code mince. Alors Oui, on en mais alors, parlera, tous les on en codes parlera sont tout comme à l'heure. ça. Oui, tous, les tous. codes, tous les codes On sont va, comme on va ça. finir la Sur présentation si pourquoi. vous voulez Le bien. code des impôts, notamment. On en parlera C'est juste pire, après. c'est pire, vous avez raison. On va d'abord vous présenter. Il a raison, le code des impôts C'est est plus pire. délicat.
On a un autre invité, Valérie. Hein. Évidemment, c'est Bruno Teboul. Bonjour, vous êtes Bonjour. directeur scientifique, recherche et développement et innovation du groupe Kérus. Donc c'est un cabinet de conseil en nouvelles technologies. Et vous êtes également enseignant-chercheur en économie à Paris-Dauphine et vous avez publié aux éditions Kawa le livre intitulé L'ubérisation, économie déchirée. Point d'interrogation. En tout cas, vous êtes un observateur des grandes mutations de l'économie. Ça tombe bien, l'ubérisation en est une, on en parlera tout à l'heure. Et puis il y a d'autres invités. Évidemment. Ils sont tout autour de nous. Il y a oui. vous aussi sur le hashtag FlashTalk et puis le public qui est venu Qui est nombreux. Merci puisque la beaucoup. conversation a déjà commencé Merci. sur nos réseaux sociaux. Vous avez répondu en masse à notre invitation ici à la Maison de la Radio. Je vais m'empresser d'ailleurs, moi, regarde, hop, d'aller voir ce qui se passe de ce côté ici. Peut-être que je peux déjà commencer. Bonjour messieurs, c'est quoi votre prénom? Alban. Salut Alban et Jean. Et Jean, et vous-même vous avez déjà utilisé des services en mode ubérisation? Très souvent. C'est-à-dire Pratiquement hebdomadaire. hebdomadaire, mais quoi? Uber, Blablacar, mais où je suis chauffeur. Donc là, c'est un peu différent. Et tout ce genre, enfin Airbnb, enfin n'importe quoi. Presque la totale, ok. Et toi de ton côté? Moi, de mon côté, depuis cet été, Blablacar. Et je tiens à dire que c'est vraiment des très belles rencontres qui se sont faites. Par ailleurs, Annie qui m'a écrit ce matin et je tiens à lui dire que je lui dis un petit bonjour. Et ça crée un lien et voilà. Donc justement, Blablacar crée un lien et est très pratique. Et c'est une sorte de covoiturage qui fait du stop à l'ancienne dans les années 70. Valérie, tu vois, ça peut servir à ça. Hein. Hashtag Exactement. FlashTalk. Hein. On lance le débat maintenant, mais juste avant, pour débattre de tout ça, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu mieux ce concept qui nous vient du web. Qu'est-ce que l'ubérisation? Combien d'adeptes? Quelles entreprises qui vendent quel type de biens ou de services? Toutes les réponses en chiffres et en animation sont dans le Data Flash de Juliette Jean. Ubérisation. Le mot fait trembler les entreprises du monde entier. Mais que signifie cette expression? Uber, société de véhicules avec chauffeur, est un monstre de l'économie. Son chiffre d'affaires double tous les 6 mois et l'application a déjà séduit plus de 200 millions de personnes dans le monde. Seulement voilà, les taxis, eux, perdent des clients et ils râlent. Aujourd'hui, Uber Pop en France, c'est fini. Mais l'ubérisation n'a pas dit son dernier mot. Elle a même donné des idées à d'autres secteurs. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans tous les domaines ou presque, chacun peut désormais proposer ses services moyennant quelques dizaines, parfois même quelques centaines d'euros. Qui n'a pas cherché un appart Airbnb pour ses vacances? Avec ses 40 millions de voyageurs à travers le monde, la plateforme de location de logement entre particuliers pèserait aujourd'hui 2 fois plus que le groupe hôtelier Accor, pourtant dans le top 10 des acteurs du marché. En France, la SNCF tremble. Chaque mois, 1,5 million de personnes préfèrent voyager avec Blablacar, le roi du service de covoiturage. Affichant une croissance fulgurante de 200% depuis septembre 2013, la plateforme compte déjà 20 millions d'adeptes. Uber, Airbnb, Blablacar, les nouveaux entrepreneurs digitaux se propagent et bouleversent les règles du jeu économique. Alors, faut-il s'adapter ou bien stopper l'ubérisation de la société ? Alors justement, c'est toute la question du débat, mais juste avant, Bruno Teboul, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de l'ubérisation? C'est quoi exactement? Alors l'ubérisation, c'est un phénomène récent sur lequel on a mis un néologisme, un nouveau terme, pour expliquer quelque chose finalement de plus ancien, qui résulte, si vous voulez, de la transformation numérique du monde et de la société. Et en fait, l'ubérisation, c'est l'apparition récente et plutôt violente de sociétés, on va dire, plutôt donc des start-up américaines, qui permettent de mettre en relation des consommateurs, soit entre eux, soit avec d'autres prestataires, pas forcément à des niveaux de prix inférieurs, mais à des niveaux de qualité, en règle générale, effectivement, souvent supérieurs à l'existant. On l'explique aussi, ça vient d'Uber. Est-ce qu'on aurait pu trouver un autre néologisme pour parler de ça, si vous aviez dû les décrire différemment? On avait commencé il y a quelques années à parler de Googleisation du monde. Ou d'amazonisation du monde, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis que le concept ou le terme d'ubérisation est assez marketing, il est vrai, il remonte et il fait référence à un phénomène bien réel en revanche, qui est la véritable mutation numérique du monde qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Gérard Filoche, c'est quoi votre définition de l'ubérisation? C'est une pieuvre milliardaire
qui se greffent sur les activités informelles, humaines, qui existent déjà depuis des décennies, sinon des siècles, pour pomper du fric. Depuis toujours, les gens ont des relations informelles. Moi, mon vieux père, il était menuisier, chaudronnier à la SNCF, mais le soir, il faisait des meubles pour le voisin. Ou alors, il allait le matin faire le jardin. C'est la monétisation de ça? C'est la monétisation de l'échange qui pose problème? Tout le monde se rend des services, et tant mieux. Mais ces services-là ne sont pas monétisables ni traduisibles par une plus-value qu'on peut extirper. Et ce qu'ils inventent maintenant, c'est comment piquer du fric là-dessus. Mais est-ce que, Laurence Parisot, est-ce que on détruit le rapport humain avec l'ubérisation? Bien sûr que non. D'une part, tout ce que vous décrivez, rien n'empêche de continuer à le faire. Ah oui? Et je pense que vous le faites. Moi, je le fais aussi. Je suis sûre que vous le faites et que tout le monde le fait quand on peut rendre des services. En fait, ce que suppriment des mécanismes type Uber ou Airbnb, par exemple, ce sont tous les intermédiaires qui, au fur et à mesure des décennies passées, s'étaient greffés dans la relation entre l'entreprise qui offre un produit ou un service et le consommateur final. Donc ça, cette logique de circuit court, elle est très intéressante, elle est créatrice de valeur. Et en plus, ce que je trouve assez formidable et auquel il n'était pas facile de s'attendre, c'est que ça permet un nouveau mode de relations humaines. C'est ce que vous décriviez avec celle que vous avez rencontrée ce matin. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est idyllique dans cette nouvelle façon de faire. Bien sûr, Bruno Teboul. Oui, je voudrais quand même préciser, toutes ces plateformes, elles représentent effectivement une nouvelle forme de capitalisme. Les Allemands parlent de capitalisme des plateformes, par opposition à des sociétés dites collaboratives ou issues de l'économie du partage. Vous parliez de Blablacar, même si Blablacar n'est pas véritablement, pour moi encore, une véritable entreprise au sens collectif et au sens du partage, elle a pour volonté, pardonnez-moi, déjà de réduire, paraît-il, l'émission de CO2, et donc elle entre guillemets, se comporte comme un acteur un peu plus durable, un peu plus équitable, ce qui n'est pas forcément la vocation première d'Uber. Uber, petite précision, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est véritablement l'apogée d'un capitalisme, on va dire, financier spéculatif, hors norme. Uber, c'est 2,3 milliards, d'abord, de fonds levés, dollars. Uber, c'est 45 milliards de valorisation, qui n'est pas encore une société en bourse, pour autant, mais 45 milliards de valorisation, et Uber, c'est un volume de transactions assez faible. Snapchat, racheté 18 milliards de dollars par Facebook, 3 millions de revenus, seulement pour 150 millions de pertes. Je ne vous parle pas d'Amazon, qui fait 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui a encore des pertes qui sont abyssales. Donc, ces entreprises, littéralement, elles ne créent pas véritablement de valeur au sens de l'économie comme nous l'entendons. Valérie, je vois avec le hashtag FlashTalk qu'il y a G. Wilmsen qui nous dit « Gérard Filoche a peur de l'ubérisation de la politique, lui qui n'a jamais été élu par le peuple ». Vous pourrez répondre, monsieur Filoche, je ne sais pas. Je le reçois, je vous le lis sans filtre. Et il y a Daniela aussi qui est ici, qui avait un témoignage, qui avait envie d'apporter une réponse justement à monsieur Filoche. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur, on peut faire des veillées le soir, vous pouvez continuer à faire des veillées le soir, mais vous pouvez aussi utiliser tout ce que la modernité nous propose. Et bon, moi, j'ai à peu près votre âge et j'utilise Uber, je trouve ça génial. Et l'argent, il est piqué à personne, on est volontaire. Et j'utilise aussi, non pas Airbnb, mais Homely Days. C'est génial, je loue un bien, je vais aussi dans d'autres pays en faisant ça, et moi, je trouve ça génial. Vous pensez vraiment que ça fait du mal à personne? Je vais vous expliquer un entretien avec un VTC qui en est à la 20e heure de sa journée, qui fait 110 heures par semaine, qui paye 20% à Uber et qui essaie de tenir le bout pour payer sa voiture, ses assurances, dont les cotisations sociales sont à sa propre charge, et qui, l'autre jour, a eu un accident parce qu'une dame reculait devant lui, qui a eu 1600 € de tôle pour réparer cet accident. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un comme ça, il a dormi en bas de la maison pour prendre son client. Gérard Filoche, s'il ne veut pas faire ce job, il n'est pas obligé de le faire. Mais bien sûr, mais il n'a pas de sous, cet homme. Donc on le surexploite sans normes. Parce que quelle est la règle du beurre? Madame Parisot, vous devez le savoir. Quelle est la règle du beurre? Pas de droit, pas d'horaire, pas de salaire et pas d'obligation d'aucune sorte de formation ou de contrainte. Donc c'est un retour au quasi-servage. Vous m'entendez? Au quasi-servage. On va laisser je crois qu'il faut, dans le débat, peut-être distinguer ce qu'on peut dire d'Uber
et ce Il donne un que cas nous avons particulier, tous comme ça, appelé mais ça veut rien l'ubérisation de la société. Ah oui, c'est un mauvais mot, vous avez raison. Parce que Uber est une société très particulière. Il y a un état d'esprit et une méthode développée par Uber que je n'apprécie pas beaucoup. Laquelle exactement? Uber arrive partout dans le monde en enfreignant la loi directement pour pousser de manière très agressive la place et s'imposer. Que vous disiez, Gérard Filoche, que ceci impose de revoir le droit du travail, le droit des sociétés aussi, le droit du commerce, parce que notre droit, d'une manière générale, N'est pas adapté ? mais n'est pas adapté du tout à On est la d'accord. numérisation qui va très très vite. Mais le point important, c'est que cette numérisation, pour sortir de l'ubérisation, elle est là. Qu'on le veuille ou non, elle est là. Les consommateurs en veulent, les clients en veulent, les nouveaux entrepreneurs pensent les choses comme ça. Valérie, j'ai une Alors, question d'Antonia dans le public qui est Oui, ici. bonjour Antonia. Question de bon sens d'ailleurs. Bonjour, donc j'ai une question particulièrement pour Madame Parizeau et Monsieur Filoche. Donc pour beaucoup, l'ubérisation de la société, c'est quelque chose de positif. Alors je voulais vous poser la question à vous, pourquoi d'après vous ça fait si peur? Oui, parce qu'il Moi, y ça a fait pas il y a une peur, raison simple. Madame Parizeau l'a effleuré. Elle a dit, donc il faut adapter le droit. C'est un débat sur le droit du travail, on l'a tous en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 100 ans, depuis 1910, où il est né un code du travail? On a adapté les entreprises au droit du travail. C'est-à-dire qu'on a protégé les humains qui produisaient, on a respecté leurs droits, leurs horaires, leur vie, leur salaire. Et la mode actuelle, c'est d'adapter les humains à l'entreprise. Donc, de les subordonner en faisant comme les VTC, qu'il n'ait plus d'horaire, plus de salaire, plus de règles, plus de contrats et plus de cotisations sociales. Il est vrai, Oh. il est vrai que ça manque un peu les d'encadrement chauffeurs, peut-être. C'est les quand même chauffeurs, n'importe excusez-moi, quoi. les voituriers n'ont pas de cotisation sociale. Mais Le gars avec les lequel je discutais, les autos- quand mais je lui les dis, mais vous voituriers- payez vos cotisations? Enfin, Il me dit, j'ai pas assez de sous pour pouvoir le faire. Les voituriers, qu'est-ce que vous appelez les voituriers? Les voitures, tourisme avec chauffeur. Ah, Les d'accord. VTC. Ah oui, vous n'êtes pas habitué à ces voituriers-là. Non, Mais, mais écoutez, les voituriers, comme C'est vous pas la dites, question. sont en général des auto-entrepreneurs, n'est-ce pas? Les auto-entrepreneurs payent des cotisations sociales. Enfin, écoutez, D'ailleurs, à mon avis, trop écoutez, élevées. excusez-moi, ils sont pas forcément tous auto-entrepreneurs, Beaucoup le sont, ils sont pas de tous plus en déclarés, et ils travaillent pour le compte d'Uber dans des Bruno- conditions Bruno Teboul, sans alors. droit ni loi. Non, mais Alors, vous parlez sans droit ni loi. Vous On va parlez les- d'Uber Pop, Ah bah, On va je parle, laisser- Uber Pop, et nous je sommes parle tous... malheureusement de tous les Uber, puisqu'il n'y a pas de c'est pas- règle horaire. Mais c'est pas la Il y a une même durée chose. maximale du travail en France, Madame Parizeau, vous le Oui, savez. en C'est Europe. 48 heures. Alors, bien, on va, c'est 48 heures, vous le savez. On va Eh ben oui. continuer Eh ce ben, ils débat, font s'il vous beaucoup plaît. plus. Gérard 110 Filoche. heures. Mais- 110 heures. Mais monsieur Gérard l'inspecteur du Filoche. travail, monsieur l'inspecteur du Madame travail, Parizeau. s'il dépasse ces 48 heures, rien ne vous empêche de dire attention. Personne ne le fait, ne peut le faire, on Mais n'a c'est pas les autre moyens. chose. Ah Bah oui. mais vous déplacez le Mais je ne sujet. déplace pas le sujet. Si, parce que si on n'a pas les moyens de faire respecter la loi, ça c'est un vrai sujet dont on peut Donc débattre. il faut sanctionner Uber et on pour qu'il pourrait... ait un contrat de travail. Il n'en a pas. Non, Très mais bien. vous pouvez sanctionner celui qui va au-delà de l'heure légale. Oui, mais il y a Alors, pas on de va contrat de continuer, travail. on va Mais c'est poursuivre pas- juste après. Laurence Parisot, on va poursuivre juste Peut-être après. un- Vous avez pas une le petite sujet. précision à Oui, une apporter, petite Bruno Teboul. précision sur le plan économique aussi qui me paraît important. Uber, c'est 2200 salariés, c'est-à-dire pas plus, pas moins que les collaborateurs qui forment le groupe dans lequel je travaille. Exactement. On fait C'est une 200 petite millions. boîte, Voilà, on fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une PME. Et aujourd'hui, Uber, c'est 2200 salariés, en tout cas contrats de travail salariés en tant que tel. Le reste, ce sont effectivement des emplois d'indépendants. L'ubérisation conduit inévitablement à une forme de précarisation de l'emploi parce que le salariat est en perdition. C'est une évidence, c'est une certitude, les chiffres sont là. Très bien. Pas Attendez, de on va- l'investissement. on va juste- Toujours, ma chère Valérie, en immersion dans le public, et j'ai une nouvelle intervention ici de Tarek. Ça va, Tarek? Ça va? Vous allez bien? Il marche Très bien bien. mon micro ou pas? Si, si, il marche. Ok, super. Bah, moi, je voulais intervenir par rapport à ubérisation. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins pour ou contre ici. Moi, je suis contre le Uber. Je tenais à le dire. Je ne sais pas qui donne les licences du Uber. Il faudrait arrêter de les donner à des mecs de cité, si possible. Franchement, parce que dans leur tête, c'est Fast and Furious, on est bien d'accord. Non, mais je te promets, c'est vrai. La dernière fois, il y a un mec qui est venu me chercher. Il s'est arrêté la fin de dérapage. Il m'a dit Salam alaikum. Je fais, je sais quoi, j'enlève mes chaussures. C'est une mosquée, ton bordel, ou comment ça se passe? Non, mais il faudrait aussi Airbnb pour ceux qui veulent faire le Airbnb, c'est important. Je peux venir au milieu? Bah, Bien je t'en sûr, prie. bien sûr. Écoute. C'est pas Bien sûr, préparé, Tarek. hein. Non, bien c'est pas sûr, grave, hein. c'est Je improvisé. suis maquillé, j'ai un micro. Alors, juste pour dire, le Airbnb, faut le faire. C'est un conseil de ceux qui veulent le faire, mais faites-le quand vous vivez seul, pas chez vos parents. Moi, je l'ai fait, mon père était choqué. Voilà. Alors, je voulais juste dire Uber, c'est important. Pour Uber, le top. Super les voitures, les mecs. Uber Pop,
On est venu me chercher en Clio 2 la semaine dernière, c'était un peu relou. Dur, Et Hitch est venu me chercher en trottinette, j'étais énervé. Donc ça serait sympa de faire attention à ça. Voilà, c'était juste, je voulais dire ça, je me casse. Merci beaucoup, à bientôt. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Tarek. Non. Reste avec nous une seconde, Tarek, reste avec nous une seconde. Oui. Vous l'aurez compris, qui est humoriste, Bien sûr. un Vous spectacle. aurez compris que j'ai pas sorti des vannes comme ça, bien sûr. Non. On est bien, tu vois, je suis Mais maquillé. peut-être que tu as un avis un peu plus sérieux sur la question. Ouais, j'ai un avis très 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 sérieux sur la question, ouais. Que tu garderas apparemment pour chez Voilà, toi. est-ce qu'il y a moyen de le faire avec un Vélib si c'est possible. Non, en tout cas, moi je sais pas si j'ai un avis sérieux ou pas sérieux, mais bon, je pense que voilà, aujourd'hui, dans l'époque où on bosse, il y en a qui ont besoin de taf et de sous, donc pourquoi pas les encourager à faire ce truc, même si c'est relou pour ceux qui sont là depuis des années, qui ont payé une licence, je peux le comprendre. Mais moi, j'ai des potes qui n'ont pas de thunes, qui n'ont pas de formation, et puis ils ont trouvé que ça. Ils ont juste le permis qu'ils ont volé. Et donc voilà, ça peut toujours servir. Voilà. Et le spectacle perpétuel que vous allez pouvoir retrouver tous les lundis. Tous les lundis à 21h30, dans pas longtemps, là. C'est maintenant. C'est ce soir, à la Comédie des Boulevards. Voilà. C'est à Paris, dans le centre de Paris. Voilà. Et le Zidane spectacle... en dit le plus grand bien. Donc, Zidane adore. Zidane adore. Mesdames et messieurs, Tarek, s'il vous plaît. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Salut. Après avoir fait trembler les chauffeurs de taxi, le modèle économique d'Uber touche maintenant bien d'autres domaines comme la banque, l'assurance, les loisirs. La liste est longue et loin d'être exhaustive. Dans cette liste, on trouve aussi la restauration. Oui. À manger, effectivement. Voulez-vous-dîner.com est un site internet qui met en relation des gens qui veulent sortir dîner avec des gens qui cuisineront pour eux également. Le dîner Uberisé, c'est ce qu'a choisi de tester Valérie. C'est vrai, je l'ai testé. Cette grande gourmande. On regarde. Quand on a faim, quand on veut découvrir un nouveau type de cuisine ou quand on veut tout simplement partager un repas avec des gens qu'on ne connaît pas, il existe un site, voulez-vous-dîner.com, que j'ai testé pour vous avec une amie. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est comme le resto, mais chez l'habitant. On définit un quartier, on consulte les fiches des apprentis cuisiniers et leur prix. Ce service n'est évidemment pas gratuit. Pour manger chez un particulier, il peut vous en coûter de 30 à 90 €. Cuisine française. Donc c'est chez Victory apparemment. Il y a déjà 2 invités. Après les taxis et les hôtels, c'est à présent au tour des restaurants de se faire ubériser. Allons voir ce que ça donne. Un clic, la réservation est validée, le rendez-vous est pris chez Victory. Très bien. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Bonsoir. Valérie? Victory, enchantée. Enchantée. Gladys, Victory, enchantée. Victory nous accueille chez elle avec d'autres convives qui, eux aussi, ont réservé leur dîner sur le site. Notre hôte nous explique comment et pourquoi elle utilise voulez-vous-dîner.com. J'ai connu ça sur un réseau d'entrepreneurs en fait. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai connu le site et directement j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc je me suis inscrite en tant qu'hôte et depuis je reçois à peu près... Au début c'était assez sporadique, une personne tous les mois on va dire, et maintenant c'est plutôt une personne par semaine. Là je vois qu'il y a une bouteille de vin sur la table. Voilà, vous allez servir du vin à vos convives ce soir, mais vous n'avez pas de licence, vous ne payez pas une licence pour vendre ou pour servir du vin à vos convives. Non, mais moi je suis pas un établissement recevant du public, donc du coup c'est pas la même chose pour moi qu'un restaurateur qui doit effectivement payer une licence. Vous ne pensez pas du tout faire de la concurrence aux restaurateurs? Non, c'est totalement différent pour moi. C'est une expérience totalement différente. On va passer à table Oui, je vais aller chercher le plat. Ok. Mettre en relation des particuliers qui cuisinent pour des particuliers qui veulent dîner, un projet rendu possible grâce à Internet. Pour Victory comme pour Mathieu, le fondateur du site, rien de plus normal. Aucune concurrence déloyale avec la restauration traditionnelle. Comment ça se passe et comment vous expliquez cette financiarisation finalement du dîner, du partage, de l'échange? Bah écoutez, c'est qu'à un moment donné, dans le fait de recevoir, un hôte aujourd'hui est obligé d'engager des frais, vraiment. Pour préparer un dîner, aujourd'hui, 100% de nos hôtes, ils font du fait maison. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui qui, grâce à voulez-vous-dîner.com, gagnent leur vie? Bah aujourd'hui, si vous voulez, les hôtes qui ils sont les mieux notés et qui reçoivent le plus, reçoivent environ une fois par semaine. Il y a un certain nombre de nos hôtes qui se font un peu d'argent aussi. C'est pas choquant que de vouloir se faire 200 € par mois en complément.
Pas choquant pour Mathieu, mais perturbant pour les restaurateurs qui s'inquiètent de l'existence de cette plateforme qui compte déjà près de 8000 utilisateurs. Rappelez-vous, avant, Airbnb et Blablacar n'étaient que de petits sites communautaires qui prônaient avant tout le partage et l'échange. Aujourd'hui, ces sites sont devenus de véritables entreprises qui réalisent de larges profits. Alors, voulez-vous-dîner.com suivra-t-il le même chemin? En attendant, nous avons passé un très bon moment. Alors c'est quoi exactement, Victory? Alors c'est un tagine d'agneau aux pruneaux et aux abricots. Tagine sucré. Super. Salé. Sucré salé. Gérard Filoche, est-ce que ça vous choque qu'on fasse à dîner et qu'on fasse payer des gens pour venir dîner chez soi? Franchement, on est dans la caricature à mes yeux. Hein. Mais c'est un vrai site qui existe vraiment. Moi, oui, je sais bien, mais pour moi, ce sera une blanquette d'agneau. J'invite Madame Parizeau, elle me dit qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Moi, je sais la faire, mais je veux pas d'argent. Ah bah voilà, c'est toute la différence. Je mangerai convivialement avec tous ceux qui seront à ma table. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui ont envie de... Parce que c'est ce qu'ils savent faire finalement, faire à manger, et puis... Ça a toujours été... C'est ridicule de monnayer ça. Pourquoi, je l'avais dit au début, pourquoi il y a des gens qui passent par là-dessus et qui prennent du fric? Heureusement quand même qu'on est capable de s'inviter sans que ceci se produise. Bruno Teboul, qu'est-ce que vous en pensez? Cet exemple-là, mais comme d'autres, hein, parce qu'on parle souvent d'Airbnb, mais il y a aussi Drivey pour prêter sa voiture, il y a aussi plein d'autres choses. Mon père jardinier va se retourner dans sa tombe. Je pense que tout ça s'inscrit malheureusement dans une espèce de phénomène un peu de mode, c'est un peu la gimmick pour moi. Valérie, beaucoup d'interventions à la fois sur les réseaux sociaux où le débat a commencé depuis quelques temps déjà à l'initiative de Flash Talk. Vous êtes beaucoup à tweeter avec le hashtag Flash Talk. Je dirai quelques tweets dans un instant, mais dans le public, elle a répondu présent à notre invitation lancée sur Twitter. C'est Mireille. Ça va, Mireille? Ça va très bien. Approchez-vous de moi, Mireille, n'ayez pas peur. Allez. Maintenant, quand on prend un taxi, on paye le tarif de nuit jusqu'à 10 h du matin et à partir de 5 h du soir. L'autre jour, pour aller prendre mon train qui me menait je ne sais plus où et qui m'avait coûté 35 €, j'ai payé 25 € de taxi de Paris 15e à la gare de l'Est. Et je lui ai dit, c'est cher quand même. Et il m'a dit, oui madame, mais c'est le tarif, c'est encore le tarif de nuit. Je lui ai dit, mais à 8h30 du matin. Et Mireille, vous pensez que vous auriez payé moins cher avec un VTC? Non, mais si vous voulez, quel est celui d'entre vous qui n'est pas devenu à moitié fou en voulant prendre un billet de train sur sncf.com, qui se dit, bon, je vais demander aux enfants, aux amis, aux petits-enfants si ça leur convient, qui revient 2 heures après, et le billet qui était à 30 € est passé à 50 €, parce qu'entre-temps, il y a eu de la demande. Qu'est-ce que c'est cette histoire? À une époque, on payait au kilomètre. Maintenant, on paye à l'offre et à la demande. Et ben, Mireille, vous permettez, je vois ça rebondit sur le hashtag Flash Talk. Bravo Mireille. Il y a Guy qui dit il faut casser les monopoles, les taxis, le voyage en train, puisque vous en parlez, nous sommes en 2015, la demande est là, le code du travail doit être simplifié, l'uberisation a toute sa place. Jérôme aussi voulait intervenir sur cette question, rebondir si je ne me trompe pas, Jérôme. Absolument, mais ce que je trouve intéressant dans l'ubérisation, c'est que sans doute, c'est un signe pour l'économie traditionnelle de se dire qu'il est urgent de se transformer. En fait, l'ubérisation, c'est la révolution des usages. Tous nos usages changent en permanence. Si les entreprises qui aujourd'hui ne voient pas que nos usages changent, ne s'adaptent pas, alors nous irons vers des sociétés comme Uber. Donc l'urgence, c'est que les entreprises traditionnelles se transforment. Et ça veut dire qu'il faut que les patrons, Madame Parizeau, vous le savez, les patrons acceptent cette idée de se transformer et ne regardent pas Internet comme un simple outil de communication, mais bien comme un outil de transformation de nos usages. Aujourd'hui, c'est urgent. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez justement, Laurence Parizeau, que les entreprises rechignent? Je ne crois pas qu'elles rechignent, mais elles sont perplexes. Beaucoup de secteurs d'activité... Parce qu'aujourd'hui, ça touche tous les domaines. Absolument. On le voyait avec la restauration, l'hôtellerie, les loisirs. Regardez par exemple l'hôtellerie, même les plus grands hôtels, les plus grands chefs d'entreprise, les plus belles équipes, par exemple, les plus belles équipes marketing des plus grandes chaînes d'hôtels n'ont pas vu arriver le choc Airbnb. Et maintenant qu'elles sont confrontées, ces entreprises, à cette offre nouvelle, elles ont beaucoup de mal à réagir. Toutes ces questions-là doivent être débattues par les politiques, par ceux qui participent au débat public, et on a besoin de légiférer sur cette question. Il y a un pays moderne, s'il en est, c'est la Californie qui vient de se plancher là-dessus.
elle a pris 2 décisions ces temps derniers. D'une part, que tous ceux qui étaient sous les donneurs d'ordre Uber devaient être alignés comme des salariés et posséder les mêmes droits, les mêmes salaires, les mêmes obligations que tout autre salarié de la société Uber. Ils ont fait la même chose pour McDonald's. C'est-à-dire qu'en fait, la sous-traitance ne peut plus être utilisée comme une façon de contourner les droits des salariés, mais les salariés des entreprises sous-traitantes doivent être rapportés à la convention collective et à la situation de la maison mère de l'entreprise utilisatrice. Ce serait un grand pas en avant, parce que c'est une façon d'interpréter tout ce dont on parle et d'éviter que ça soit le système qui dégrade en fait les droits jusqu'à n'en plus avoir, comme à Londres, où il y a des contrats 0 heure par contre, et il y a des millions de gens qui attendent qu'on les siffle pour venir travailler. Ça, c'est le comble, si j'ose dire, de l'ubérisation. Mais si vous voulez utiliser, je termine ma phrase, si vous voulez utiliser tous les développements numériques qui sont en train de se produire et tout ce qui en ressort dans l'économie actuelle, il faut le faire en protégeant les droits des salariés et en les en montant sur le haut, comme en Californie. Comme en Californie. On va y venir juste après. Vous est terminé. Très rapidement, il faut que vous compreniez aussi, Monsieur Filoche, que tout ça, notamment dans notre pays, est aussi une réaction contre une hyper-réglementation qui... Oui, monsieur. Valérie, le public... Le Code du travail, vous l'avez déjà passé à la CIE également. Je ne parle pas... Attendez, je ne parle pas que du Code du travail. C'est vous qui êtes obnubilé par le Code du travail. Parce qu'il est essentiel, c'est le code vital pour les salariés. Il y a une hyper-réglementation de tout. On va y arriver juste après. Qui enserre l'économie. Ce que ces nouveaux modèles essayent de faire, c'est aussi... décloisonner. Exactement. Et de donner plus de marge de manœuvre à toutes les initiatives économiques. Valérie, Alban, on t'a vu tout à l'heure, mais toi, depuis tout à l'heure, tu sautilles dans tous les sens. Dis-moi ce qui se passe. D'abord, j'en ai un petit peu marre d'entendre Uberisation, puisqu'on n'arrête pas de leur faire de la pub. Donc déjà, j'aimerais bien qu'on trouve un autre système d'expression à ce sujet. La numérisation, je trouve ça parfait. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Madame Parisot, tout à l'heure, en disant que le consommateur était demandeur de ça. Je ne pense pas que le consommateur soit demandeur d'une réduction de services et d'une éparpillation du service. Ça, c'est pas vrai. Le consommateur, il n'a juste pas d'argent. Moi, quand je fais du blablacar, c'est pour rentabiliser mon trajet. C'est parce que je n'ai pas d'argent. Ça me fait pas rigoler de faire du blablacar. Je suis très content de rencontrer des gens, mais c'est juste que je n'ai pas d'argent. Les gens qui prennent Uber, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre un taxi. Et oui, c'est pas le même prix. Non, détrompez-vous, c'est cher. Bien sûr que si. Ça reste... Ce qui est dramatique, c'est que ces entreprises-là surfent sur la misère. Non, mais Uber n'est pas moins cher. Concernant le Code du travail, pour revenir vers Gérard Filoche, là où il a raison, c'est comment on peut mettre des entreprises en concurrence qui ne respectent pas les mêmes règles. C'est impossible. On va écraser des gens qui, eux, respectent les règles, paient des charges sociales, respectent, si on peut dire, le travailleur, parce que ce n'est pas toujours le cas, admettons, et d'autres qui n'ont aucune règle et qui viennent se mettre en concurrence ici, d'où les coûts. Il faut pas rêver. Ouais, les coûts vont avec ça. Et là, d'un coup, on se dit, tiens, on va mettre tout le monde en concurrence. Et ce sera attendez, j'ai été interpellée, donc je voudrais répondre. Laurence Parisot, vous voulez lui répondre directement à Alban. Premièrement, figurez-vous que je suis chef d'entreprise. Mon entreprise, elle était plutôt issue de l'économie traditionnelle. Mon entreprise, elle est née en 1938. Donc, bon. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je m'inquiète de la concurrence qui peut venir autour de moi, de nouveaux entrants qui ne joueraient pas les mêmes règles du jeu que moi. Si on parle juste d'Uber, je ne suis pas à 100%, loin de là, à l'aise avec l'entreprise Uber. Moi, je parle du modèle économique que les circuits courts permettent avec la digitalisation. Est-ce que vous utilisez Blablacar uniquement parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent? C'est tout à fait possible, mais je vois que vous êtes jeune et que vous avez le temps de progresser dans la vie et dans votre carrière professionnelle. Il n'empêche, attendez, il n'empêche que vous avez au moins ce service aujourd'hui. S'il n'était pas là, vous auriez encore moins de possibilités. Ah bon? Alors pourquoi vous l'utilisez? Parce que c'est plus pratique, ça va plus vite. On est d'accord. C'est bien. Mais le service, on peut très bien. Il existe sur Facebook des groupes. Comme vous faites Paris-Nantes, par exemple, il y a un groupe Paris-Nantes. Exactement. Il existe d'autres solutions. C'est ça l'économie d'aujourd'hui, c'est pléthore de services. C'est toute une gamme avec des modalités et des coûts différents. Et il y a une chose qu'on n'arrive pas à bien intégrer. L'économie d'aujourd'hui, elle est d'abord de services. Ou numérique. Bruno Teboul, alors attendez. Sauf que la tertiarisation de l'économie, malheureusement, encore une fois, détruit l'emploi, mais on ne va pas y revenir. C'est faux. C'est réel, puisqu'aujourd'hui... Regardez en France cette année, le seul secteur qui a créé de l'emploi net,
c'est le monde des services. Qui est-ce qui détruit de l'emploi? C'est l'industrie et l'agriculture. L'informatique n'a pas créé autant Mais l'ensemble d'emplois. des services, oui. C'est implacable. On écoute Bruno Teboul. Aujourd'hui, le seul actif, il est immatériel. Ce Oui, sont c'est les ça. algorithmes et les données. Donc c'est très important. On est vraiment dans l'ère de la virtualisation totale. Et aujourd'hui, la véritable menace, elle est sur la normalisation, la transparence, la régulation, effectivement, des algorithmes et des données, notamment. Vous l'aurez entendu, mesdames et messieurs, tout au long de ce débat, notre thématique, l'ubérisation de la société, renvoie directement au clash Uber VTC contre taxi, ce qui a inspiré notre humoriste. Voici l'œil de Dicoche. Ouais, les Uber, ils veulent notre travail. Après, les gens pensent qu'on traite mal notre clientèle. Alors que non, on les traite bien, nous, les clients. Qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de le rentrer. C'est de la rentrer, c'est de la rentrer. C'est les forcer. C'est ma famille. Ça arrête ça. Ah. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous, c'est notre métier. On connaît Paris comme notre poche. Pardon? Mais je là la Tour Eiffel. La Tour Eiffel? Et c'est quoi ça? C'est pas la Tour Eiffel? C'est pas la Tour Eiffel ça? Tour Eiffel. Et là, ta Tour Eiffel. Les désirs des clients sont des ordres pour nous. Bonjour, je cherche le père Bastille s'il vous plaît. C'est pas sur mon chemin. Non mais juste... Je vous dis que c'est pas sur mon chemin. Bonjour, je voudrais aller à la rue Turbigo s'il vous plaît. Je suis occupé, sortez. Comment ça? Je suis occupé, je vous dis, sortez. Mais pourquoi les chauffeurs de taxi sont-ils toujours énervés? Un bon monsieur. Oh, c'est bonbon. Oh, c'est donc ça, Hubert. Bruno Teboul, est-ce que ubérisation ou numérisation, appelons-la comme ça, est égale à précarisation? Alors d'une certaine façon, oui. Et définitivement oui, bien sûr. C'est une forme de précarisation de l'emploi et du travail. Et en même temps, c'est une mutation du travail véritablement qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Tous patrons, mais avec moins de droits et non, moins pas de... forcément tous patrons, encore une fois, parce que tout le monde n'est pas patron pour autant. C'est pas parce que vous allez mettre en location, il faut vraiment faire la nuance entre des gens qui travaillent pour des sociétés comme Uber et des gens qui vont mettre en location leur simple appartement sur Airbnb. Il n'y a pas lieu de penser que ce sont des patrons ou des salariés ou des collaborateurs. Ce sont des gens comme vous et moi qui pouvons, en plus de leurs revenus, quels qu'ils soient, mettre effectivement en location un appartement ou mettre en location une voiture ou un autre service. Donc ce n'est pas tous patrons pour autant, tous intermittents sans doute. Et donc il va falloir réfléchir effectivement peut-être à des formes de généralisation et de changement du statut, même d'intermittence, parce qu'on va vers une forme de freelancisation des jobs. À l'horizon 2025, toutes les études sérieuses le montrent et le prouvent. En France, c'est quand même 3,5 millions d'emplois qui seront supprimés. En moins. Et donc, il faut penser d'ores et déjà à des mesures comme le revenu universel, ce genre de choses qui ont été mises en œuvre et testées, par exemple en Finlande, qui sont discutées en Suisse. C'est fondamental. Ce sont des questions de société. Justement, Valérie, Oui. beaucoup de choses sur le hashtag Flash Talk. Merci d'être aussi nombreux à tweeter avec nous et à participer à ce talk, à ce Flash Talk exceptionnel. J'ai une question là, par exemple. Le problème n'est-il pas que ces plateformes cessent d'être des sources de revenus annexes pour devenir des revenus principaux? C'est une question pour Gérard Filoche, directement. Qu'est-ce qu'on fait de ce revenu, Gérard Filoche? Justement. C'est le morcellement du travail? Oui, bien sûr, tout ce qui est précaire. Et d'ailleurs, en fait, c'est aussi une perte de productivité, parce que pourquoi on renoncerait à l'industrie pour avoir des services qui, en plus, se dégradent en cascade? Et donc, en vérité, il faut défendre notre industrie, et dans les services, il faut faire réguler le droit pour les salariés et puis pour les usagers. Tout à l'heure, Alban avait raison, parce que finalement, ça finit par être, derrière le grand nom de numérisation, ça finit par être des petits services sur les pauvres. Gérard Filoche, il y a Mehdi, par exemple, qui veut intervenir depuis tout à l'heure. Je te donne la parole, camarade. L'économie, elle s'ajuste en fonction d'une loi qui est simple, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est l'offre de la loi et de la demande.
si l'offre, elle voit que la demande est forte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va proposer quelque chose. Dans ce cas-là, c'est nous qui sommes perdants et les entreprises aussi. Les entreprises, si elles voient qu'il y a une demande qui est forte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va y répondre. En ce moment, les entreprises, elles préfèrent spéculer que d'embaucher. Est-ce que Ça vous êtes rapporte d'accord avec plus ça, Laurence l'argent Parisot que le boulot. Laurence Parisot, si vous voulez répondre à Mehdi. Je réponds à Mehdi et puis à M. Filoche et à M. Teboul parce que entre le catastrophisme un peu désuet, à mon avis, de Gérard Filoche et le pessimisme technologique de M. Teboul, je préfère votre réaction qui consiste à dire il y a une offre, il y a une demande, comment on fait pour l'ajuster? 89% des Français sont pour l'ubérisation. Alors peut-être sans en comprendre vraiment les enjeux ou sans voir tout le mal qu'il pourrait y avoir derrière. Moi, j'adhère au fait que le mot ne convient pas bien. C'est Maurice Lévy qui, vous savez, le grand publicitaire qui a installé cette idée avec son talent. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est que quand il l'a dit une fois, ça a suffisamment marqué les esprits pour que tout le monde la comprenne. Madame Parisot, il y a un tweet de Fanny #FlashTalk qui nous dit « Et si on ubérisait carrément l'éducation et de ce fait l'existence même des diplômes ?» C'est une vraie question. Et pour aller dans le même sens, il y a Jeanne Dessy qui nous dit « L'ubérisation répond à un problème concret qui est le besoin de simplification et de flexibilité de la société et de ses règles. » Sur l'école, il y a déjà beaucoup de programmes qui permettent l'utilisation de tablettes, de contacts directs avec le prof à des moments autres que pendant le cours. Donc c'est en cours. Faire évoluer les piliers de notre société, suivre la révolution numérique n'apporte pas que des choses négatives, bien au contraire. Rester vigilant tout en adoptant les codes de la modernité, c'est un peu ce que retiennent les internautes de l'ubérisation ou de la numérisation de la société. Et c'est tout de suite dans le Story Flash. Tout commence le 6 juin 2015 à Marseille. Danny Plesnik, alias Danny Taxi, poste sur son Facebook une vidéo où l'on voit des chauffeurs de taxi marseillais tendre une embuscade musclée à un Uber Pop. Résultat au compteur, 383 803 vues. Montez avec lui, montez avec lui, montez avec lui, montez avec lui les gars, montez avec lui. Courtney Love, piégée dans une attaque, compare Paris à Bagdad avec plus de 6000 retweets. Elle semble avoir été entendue sur les réseaux sociaux. Gros fail pour les taxis. VTC et covoiturage ont complètement bousculé le secteur, pourtant très réglementé. Les taxis ne cessent de se battre contre cette concurrence déloyale partout dans le monde alors que les clients semblent les plébisciter. Soudainement, tout le monde a peur de se uberiser, même les plus protégés. C'est l'invasion des nouveaux barbares, comme le souligne Chris Trends. On parle d'économie collaborative, c'est une lame de fond portée par des startups très créatives qui connectent offre et demande. Rien ne leur appartient, Blablacar n'a pas de voiture, Airbnb aucun hôtel. La fin d'un modèle économique? Elle s'attaque à tous les marchés dont le modèle était resté inchangé depuis des années. Les transports, le permis de conduire, la beauté, la restauration, la banque, la santé, la justice, le sexe, tout y passe. Ce phénomène pose de nombreux problèmes au pouvoir public, tiraillé entre l'esprit de libre entreprise, les lobbies et le respect de la loi, notamment en termes de taxes et de droit du travail. Alors, l'ubérisation est-elle une évolution ou la fin de notre modèle de société? Certains appellent à la résistance comme Zara ou Ibruchet. D'autres suggèrent de s'adapter comme M. Banfuy et Juliane PLK. Uber n'est pas le premier à avoir révolutionné son marché. Free ou Amazon l'ont fait avant lui. Mais c'est le seul à avoir laissé son nom dans l'histoire. D'ailleurs, c'est parce qu'il ne trouvait pas de taxi dans un Paris bloqué sous la neige en décembre 2010 que le fondateur d'Uber a eu l'idée de son application mobile. Uber est donc né en France. On vient de le voir là dans ce sujet, les internautes ont plutôt tendance à vouloir s'adapter. Quel message vous auriez envie de leur envoyer? Je suis un peu effrayé là, c'est société à la Mad Max. Hein, c'est les journaliers, les loueurs de bras, les débrouillards, les individuels. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui, sur Internet, revendique? Je suis en train de vous le dire. C'est-à-dire que quand on retourne à un monde sans droit, atemporel, désorganisé, les gens se disent d'abord c'est brillant, c'est bien, je vais pouvoir faire ce que je veux. Puis au bout d'un an ou deux, ils disent j'ai pas un bon salaire, je veux pas être logé correctement, mes enfants je peux pas. Voilà, et j'ai pas de protection sociale quand j'arrive à la retraite. C'est pour ça que je dis c'est Mad Max. Tout à l'heure on parlait des salariés bien formés. Et ce sont les salariés bien formés, bien traités, bien payés qui produisent le plus.
C'est pas les flexibles, les individuels. Excusez-moi pour les auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a 1 200 000 entreprises. Une entreprise, ça commence quand il y a un salarié. Oui. Sinon, ce n'est pas une entreprise. Bien sûr. Les autres, c'est des loueurs de bras, ils se débrouillent, ils s'auto-exploitent, ils cherchent les accords qu'ils peuvent, les contrats qu'ils peuvent, et ça finit avec des journées de 10 heures. Comme les dentellières du 19e siècle. Mais comment on fait aujourd'hui pour s'adapter ? On n'est pas en train d'inventer beaucoup, c'est pas une adaptation. On arrive au 18e. Non, c'est pas une adaptation. Parce qu'à la fin, on dit vous travaillez à domicile. Alors moi, je comprends l'engouement de tas de gens, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien ce qu'ils ont. Alors c'est pas sûr. Ils savent pas qu'ils vont tomber dans la trappe. Ici, dans le public, la parole est aussi importante que celle de nos invités experts. Il y a par exemple Arnaud qui a répondu à notre invitation via le hashtag FlashTalk. Arnaud, viens par ici, camarade, impose-toi. Et dis-nous ce que tu as envie de dire sur ce débat. D'abord, il ne faut pas confondre numérisation et ubérisation, comme c'est en train de vriller, entre guillemets, parce que c'est pas du tout pareil. Une entreprise doit se numériser, ils cherchent tous à le faire, mais ils ont peur d'être ubérisés, donc c'est bien différent. Pour revenir sur l'histoire de l'emploi, qui est clé, et c'est de là d'où naissent toutes les craintes, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le débat, c'est que, on a bien vu dans votre petit sujet, ce sont surtout les grandes entreprises en situation de monopole ou de leadership qui ont peur de se faire ubériser. Typiquement Accor face à Airbnb. Comment on peut être contre ? Je comprends qu'on veuille protéger les salariés et, par le statut de l'employé, mais il y a plein de gens qui n'ont pas d'emploi. Et grâce à l'ubérisation, on donne accès à plein de gens qui sont sans emploi à une première expérience. Donc comment un homme politique, surtout de gauche, peut défendre les situations de monopole face à des gens sans emploi ? Je ne comprends pas. Alors, il va vous expliquer ça très bien. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que, vu qu'il y a du chômage, on peut peut-être repartir au salariat sans droit. Eh bien, je ne crois pas. Parce que je pense que s'il y a du chômage, c'est parce que les droits des salariés ont déjà été attaqués. Et donc, en fait, il y a déjà une dégringolade en cascade, et à la fin, on vous tire le bout du poil de la trompe du mammouth, et on vous dit, travaillez pour rien, soyez loueur de bras, soyez auto-entrepreneur, mettez-vous à votre compte, et puis par ailleurs, l'entreprise, c'est fini. Ça, je ne sais pas si j'ai bien entendu Arnaud, je crois qu'il t'a traité de mammouth. C'est pas très grave. Non, mais juste une chose, c'est que travailleur, ce n'est pas un statut juridique avant tout, c'est une situation économique. Et il faut donner la possibilité aux gens d'être rentrés dans ce statut avant de le défendre. Enfin, c'est ma conception. Oui, mais en respectant le droit de l'homme. Parce que le droit du travail, c'est un droit de l'homme. Mais arrêtez de voir des gens comme des satans. Uber, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais Madame Parizeau n'est pas à l'aise avec Uber, mais si on prend Airbnb ou d'autres, c'est pas des satans. Il y a d'autres plateformes qui justement traitent de cette question, si je puis me permettre d'intervenir, notamment Amazon Mechanical Turk, qu'il faut aller voir, hein, TaskRabbit ou Full Factory. Ils vont pas être contents, mais c'est la réalité. Ce sont des plateformes de mise en relation, donc de gens, de prestataires, voilà, qui font du télétravail, de type traduction, du web design. Donc ce sont quand même des travailleurs un peu qualifiés et qui aujourd'hui se retrouvent sur une plateforme mondialisée. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant du taux horaire. Ouais, mais c'est dramatique. Donc du taux horaire qui sont pratiqués sur ces plateformes, on parle de 1 $ aujourd'hui. Hein, ces travailleurs vendent leur force de travail pour 1 $. D'accord, 1 $ de l'heure. Donc est-ce que ça c'est une évolution et un progrès pour l'humanité ? Je ne pense pas. Donc s'acharner à tout prix à vouloir de la croissance sans préserver effectivement l'emploi, la protection aussi, et la protection effectivement, et là Jean-Gérard Filoche et salariés, c'est complètement suicidaire, c'est plutôt l'anthropocène. Toujours très nombreux via le hashtag FlashTalk qui a communiqué avec nous, par exemple Fiona qui nous dit à ce moment-là, n'importe qui peut vendre n'importe quoi, plus personne n'a besoin de diplôme et tout deviendra payant. Un autre tweet également, si ça marche, c'est juste parce que ces entreprises proposent juste un service équivalent, voire supérieur et moins cher. Le consommateur réfléchit simplement en termes de rapport qualité-prix. C'est la loi de la concurrence. Je ne sais pas si tu as envie d'aller dans ce sens, Pierre aussi, qui a répondu à notre invitation. Et c'est même pas moins cher. Non, le débat est intéressant, mais on parle de quelque chose... Merci. Non, mais c'est quelque chose, c'est un fait, c'est là. On parle de quelque chose qu'on est. Là, je sens dans vos interventions que vous essayez de lutter contre une lame de fond. Or, elle est là. Et la vraie question, moi, que je pose, notamment à l'homme politique, Gérard Filoche, et aussi à la société civile, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a des salariés qui sont freelance ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a des sociétés qui ferment, des choses comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle du politique, justement, de travailler là-dessus, sur ces jeunes salariés notamment. Mais puisque vous m'interpellez, je nie que ce soit une lame de fond. Parce qu'aujourd'hui, parmi les actifs, il y a 93% des actifs en France qui sont salariés. Jamais eu autant, ça c'est vrai. Jamais eu autant. Le salariat a gagné.
On ne pourra jamais le faire reculer historiquement, parce qu'il gagne dans le monde entier. Écoutez l'Organisation internationale du travail qui vous dit qu'il y a 1 milliard de salariés de plus dans les 50 dernières années. Donc ce n'est pas l'économie informelle qui va gagner. L'économie informelle, elle est condamnée. Et l'organisation du travail, pour progresser, c'est l'envers du beurre qu'il faut faire. C'est évidemment développer le salariat. Alors, Laurence Parisot, il n'y a plus que 7% de non-salariés. Ils ont des problèmes d'ailleurs en tout domaine. Voilà. C'est aussi de mettre tout le monde à égalité. Vous l'avez un petit peu dit, Mme Parisot. Les droits du salariat, c'est les droits les plus importants. Pas seulement du salariat. Aujourd'hui, on il y a attaque aussi le des code du droits travail. d'entreprise, des choses Aujourd'hui, comme où on attaque le code du travail, la fonction publique, c'est ce qu'il faut défendre en premier. Justement, Laurence Parisot, vous vouliez également intervenir. Je pense que personne n'attaque personne. Je pense que nous sommes face à une mutation prodigieuse. Je ne sais pas, on ne peut comparer ça à l'invention de la machine à vapeur. Et cette mutation prodigieuse nous oblige à tout réviser, à réviser des cadres juridiques, à réviser des modèles économiques, à intégrer le fait que de toute façon, tout ceci s'accompagne, ou plutôt a été précédé par la mondialisation, que la mondialisation ne va pas disparaître. On aime les échanges, on aime passer les frontières. Et à partir de là, je trouve qu'il ne faut pas tout mélanger. Et je n'aime pas qu'il y ait des certitudes qui soient là, émises pour faire peur à tout le monde. La numérisation, c'est peut-être une chance pour que la France sorte de la mélasse dans laquelle elle s'engloutit depuis des années. Donc prenons les choses sérieusement et non pas d'une manière radicale et caricaturale comme vous le faites. Alors, excusez-moi, c'est ni caricatural ni radical de défendre les droits des salariés. Ce sont eux qui produisent les richesses et qui n'en ont pas la part qu'ils méritent. Prévenir de certaines Une entreprise n'est rien sans salariés. Et c'est toujours eux qui passent sous la table. La fonction publique, elle ne crée pas de richesse. La fonction publique. Et c'est pour ça que... Attendez, les salariés du privé comme du public, bien entendu. Tous sont salariés à mes yeux. Et tous produisent plus que ce qu'ils gagnent. Ce sont les employeurs, les actionnaires qui emportent le reste. Et donc, en vérité, ce qu'il faut, c'est redistribuer les richesses. Et les richesses, les salariés doivent avoir leur part. Je ne pars pas sur autre chose. Je tiens à l'essentiel parce qu'il s'agit là, derrière ce qu'on discute depuis tout à l'heure, de voir si on peut avoir à moindre coût des services et des services plus rapides et plus bas. Vous appelez ça circuit court, mais en vérité, ça va être une dégradation de ce à quoi les gens peuvent attendre. Forcément. Pas forcément. Alors, un dernier point sur l'économie numérique et sur la productivité. Le fameux paradoxe de Solov qui explique qu'effectivement, malheureusement, c'est pas parce qu'une entreprise a un niveau d'informatisation très élevé que c'est corrélé directement avec sa productivité. Donc, il faut vraiment relativiser la croissance numérique et avoir à l'esprit que tout n'est pas gagné, mais tout n'est pas condamné. Le numérique, c'est pas l'informatique, vous confondez là. Pas forcément l'informatique, je suis d'accord, j'ai voulu, par une simplification, parler d'informatisation, mais on parle bien de numérisation des processus de production, de distribution, etc. dans les entreprises. Merci on est bien d'accord. beaucoup, on va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment. Un grand merci au public derrière l'écran, au public qui est ici. Merci beaucoup pour vos questions, pour vos réactions. Et puis merci à vous trois, évidemment. Et puis voilà, on retrouve l'émission sur LCP, sur François, évidemment, et aussi avec Move, notre partenaire. Et l'émission ne s'arrête pas là, évidemment, puisque le débat continue sur nos réseaux sociaux. #FlashTalk. N'hésitez pas, vous êtes tellement à avoir participé à ce talk, à cette conversation, que j'ai une très bonne nouvelle, ma chère Valérie. Nous sommes en Trending Topic France, et je pense que ça s'applaudit. Incroyable, c'est top. Vraiment, c'est super. Merci à vous, merci. Ciao. Salut. Salut.